Patrice Brun, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne depuis 1996 et à l'université Bordeaux-Montaigne depuis 2002. Vous avez présidé l'université à l'époque Bordeaux 3 de 2009 à 2012 et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, membre senior depuis 2015. Vous êtes spécialiste de l'histoire d'Athènes à l'époque classique, plutôt le IVe siècle, mais aussi spécialiste des Cyclades et des régions, une région du sud-ouest de l'Asie mineure, la Carie. Vos recherches se sont beaucoup appuyées sur les sources épigraphiques, ce qui vous a conduit à la publication de 2 recueils. Le premier en 2005, Impérialisme et démocratie à Athènes, et le second en 2017, pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, qui s'intitule Hégémonie et société dans le monde grec. Et donc nous allons présenter cet ouvrage sur ce sujet. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ce livre autour de l'épigraphie? Quel était le but de ce livre? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que la plupart des inscriptions, soit n'ont jamais été traduites, ou sont traduites dans des langues étrangères qui ne sont pas forcément familières de tous les étudiants, ni de tous les enseignants. Et ce sont des sources qui sont, à mon sens, absolument essentielles, parce qu'elles offrent des images qui sont des images, je dirais, figées peut-être, mais sans qu'il y ait de modifications autour des siècles. C'est-à-dire ce qui a été gravé vers 350, par exemple, l'a été, en 350, et nous avons, si je puis dire, le produit brut. Et c'est ça qui me paraît tout à fait intéressant. Je dirais d'autant plus intéressant qu'on retrouve assez régulièrement de nouvelles inscriptions, ce qui permet d'avancer un petit peu plus dans la connaissance de l'Antiquité, ce que l'on n'a pas, par exemple, avec les sources littéraires qui sont connues pour l'essentiel depuis plusieurs siècles. Peut-être vous pourriez nous expliquer pour qui est-ce que vous avez fait cet ouvrage en priorité? Alors, d'abord, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi et puis surtout pour l'étudiant que j'ai été. Je n'ai pas été nourri au biberon du grec, ni d'ailleurs au biberon de l'allemand. Donc le grec, je l'ai appris à l'université. Et dès que je me suis intéressé à l'histoire ancienne, j'ai compris qu'il fallait vraiment me mettre au grec. Et dans la maîtrise puis la thèse que j'ai réalisée, j'ai été en face d'inscriptions qui, dans les années 70, 80, n'étaient absolument pas traduites. Et là, c'est vrai que je m'étais dit un jour, ça serait quand même bien de faire quelque chose où, pour le plus grand nombre, il peut y avoir des inscriptions, et puis y avoir des inscriptions traduites, accessibles, plus aisément. Et je dirais, c'est sans doute en priorité pour les étudiants que je l'ai fait. Je l'ai fait aussi, peut-être aussi pour un certain nombre d'enseignants qui pourront puiser là, s'ils le veulent, des traductions toutes faites, ou qui j'espère en plus, seront exactes. Et alors, est-ce que c'est ce qui vous a amené à choisir cette collection des presses universitaires de Bordeaux qui se nomme Parcours universitaire et qui est une coédition avec les éditions Odonus, en tout cas pour le volume que vous avez publié? Je pense quand même qu'il y a une raison fondamentale, c'est-à-dire c'est mon attachement à Ausonius, depuis que je suis tout petit en quelque sorte. Et puis, comme vous l'avez signalé, le fait d'avoir été président de l'université attache encore un petit peu plus à l'établissement. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas proposé le manuscrit à un éditeur privé que j'avais pourtant sollicité il y a une dizaine d'années. Je pense que l'attachement que j'ai à cette université explique en grande partie le fait que j'ai proposé le manuscrit précisément à une coédition inédite, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, c'est la première entre les presses universitaires de Bordeaux et Ausonius. Justement, au niveau des choix que vous avez faits dans la manière dont vous avez choisi les textes qui se sont présentés, peut-être la manière dont vous les avez publiés, puisque vous nous avez expliqué que c'était plutôt à destination d'étudiants. Donc, quels ont été vos choix d'éditeurs sur ces inscriptions? Alors, très rapidement? Le choix principal a été, je dirais presque un choix d'utilité. Quels sont? Alors évidemment, c'est très subjectif. J'en avais sélectionné au départ à peu près 400. Donc j'ai commencé à en traduire à peu près 350 et puis il a fallu faire des choix parce que sinon on ne peut plus s'arrêter. Et donc je me dis quels sont les textes les plus utiles. Alors il y a eu une priorité, c'est les textes d'abord essentiels, que j'ai considérés comme absolument essentiels, qui sont connus parfois depuis longtemps, mais qui me paraissaient à peu près impossible d'exclure d'un tel recueil. Le deuxième critère, ça a été des inscriptions qui n'ont pas jamais été traduites en français. Ça m'a paru tout à fait, je dirais, important. Beaucoup d'inscriptions ont été traduites en allemand.
Le problème de l'allemand, on le sait bien, c'est qu'il n'est plus très utilisé par les étudiants, et donc ça m'a paru absolument essentiel de le faire. Parfois d'ailleurs, certaines n'ont jamais été traduites. Enfin, le troisième critère, ça a été le critère, je dirais, de la découverte récente de l'inscription. Plus une inscription que j'ai jugée importante était récente, puis il m'a paru essentiel de l'intégrer dans ce volume. Voilà quels sont les trois critères que j'ai choisis et qui ont fini par déterminer à peu près 180 textes. Et il me semble aussi qu'il y avait un critère de diversité à la fois géographique et thématique, puisque vous abordez des questions qu'on pourrait définir institutionnelles, politiques. C'est une première partie assez vaste que vous classez par un ordre chronologique, et puis ensuite une partie plutôt économie et société. Donc on va peut-être pouvoir prendre quelques exemples qui vont montrer l'intérêt de l'épigraphie comme source pour justement valoriser cette source qui parfois est un peu oubliée des étudiants dans leur parcours de recherche. Donc, peut-être commencer par des textes qui permettent d'avoir une convergence avec des sources littéraires. Je pense à l'inscription numéro 41, qui est un texte de Trézène qui résiste à l'invasion thébaine du Péloponnèse en 369. Oui, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que, précisément, comme vous venez de le dire, il m'a paru intéressant souvent de mettre en parallèle un texte épigraphique avec un texte littéraire, qui permet, je ne dirais pas de confirmer, mais d'orienter un petit peu la source littéraire. La source littéraire, c'est Diodore de Sicile, qui parle de l'invasion des Thébains dans le Péloponnèse, et il dit précisément qu'ils ont buté sur la cité de Trézène, qui est une cité d'Argolide. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans l'inscription, on a comme le chef de la garnison de Trézène, qui est probablement un mercenaire, est un capitaine qui vient de Platée. Et Platée est la cité ennemie traditionnelle de Thèbes. Et le fait que les Thébains aient trouvé sur leur chemin un Platéen, m'a paru quelque chose de tout à fait intéressant, parce que si on n'a pas le texte littéraire, il est extrêmement difficile de dater en quelque sorte l'inscription. On a la possibilité là de dater l'inscription grâce au texte littéraire, et grâce au texte littéraire, d'éclairer en quelque sorte le contexte de l'inscription. Et il me semble aussi que cette inscription répond à une deuxième inscription qui est les contes trésors. Voilà, et on a effectivement le complément, si je puis dire, qu'il faut trouver à Athènes dans une autre inscription, où on voit que les gens de Trézène ont honoré Athéna, ont donné une couronne à Athéna pour la remercier, et évidemment de l'aide athénienne. D'où on peut être amené à penser que ce sont les Athéniens qui ont mandaté en quelque sorte la garnison envoyée à Trézène pour contrer en quelque sorte l'invasion thébaine. D'accord. Et je crois qu'il est important de mentionner que Xénophon ne faisait pas référence à... Ah, pauvre Xénophon, il est toujours un petit peu vilipendé, mais c'est vrai que Xénophon déteste fondamentalement les Thébains. Il n'aime pas surtout, il n'a pas apprécié, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un mot un peu juste, la défaite spartiate que les Thébains ont infligée à l'armée spartiate en 371 et 370, et donc il ne dit mot de cet épisode. D'accord. Donc si on continue un peu sur la complémentarité des sources, on pourrait évoquer l'inscription 86 qui concerne la libération de Samos de la tutelle athénienne, et qui évoque justement ce processus mémoriel que peuvent représenter les inscriptions et la complémentarité aussi avec les sources littéraires. Alors c'est un épisode qui lui est bien connu des sources littéraires. C'est le moment où les Athéniens sont obligés d'évacuer la Cléroukie, c'est-à-dire une sorte de colonie qu'ils avaient établie dans l'île de Samos, parce que tout simplement ils ont été vaincus en 322 par les Macédoniens au cours de ce qu'on appelait la guerre lamiaque. Et Samos avait été conquise par les Athéniens en 366, et les Athéniens avaient expulsé les Samiens. Lorsqu'ils reviennent en 321, les Samiens décident d'honorer tous ceux qui les ont aidés en quelque sorte. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce que, comme vous venez de le dire, il y a une vocation mémorielle à cette libération. Et puis ça nous permet aussi de voir que tous ceux qui ont en quelque sorte aidé les Samiens se retrouvent pour l'essentiel sur la côte d'Asie mineure. C'est-à-dire qu'on comprend, grâce à ça, que la plupart des Samiens, quand ils ont quitté
ils ont dû quitter Samos en 366, se sont établis non loin de Samos, sur la côte d'Asie mineure. Alors on en a plusieurs, on a une quinzaine de textes, j'en ai choisi que quelques-uns, parce que c'est un peu répétitif, mais là on a effectivement, je dirais, la vocation mémorielle de l'épigraphie, qui est là pour fixer, pour, je dirais pas l'éternité, mais pour les générations futures, le devenir de ces exilés, en quelque sorte, de force. Et évidemment, ça, c'est un moment très important de l'histoire de Samos. Et si on revient sur la complémentarité avec les sources littéraires, je crois que les sources littéraires ne parlent que de l'aspect diplomatique de ces retours. C'est l'aspect à la fois militaire et diplomatique. Les sources littéraires ne parlent que des aspects militaires et diplomatiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se décide en quelque sorte, comment les Athéniens ont été obligés, mais on ne voit jamais l'affaire du côté samien. Et on ne voit surtout jamais cette aide qui, pendant plusieurs décennies, a permis aux Samiens de continuer à exister en tant que Samiens. C'est-à-dire que, comme on le sait toujours, il y a un mot célèbre que l'on retrouve dans Thucydide, Andrés Garpolis. La cité, ce sont les hommes. Ce n'est pas le territoire, ce sont les hommes. Et ça, on en a, si vous voulez, la preuve. Thucydide parlait d'Athènes, mais on le voit que c'est valable pour l'ensemble des cités grecques. Alors si on continue sur aussi l'intérêt de l'épigraphie comme source, on a par exemple le texte numéro 51 qui est le synocisme. Vous allez nous expliquer ce que c'est, un synocisme éphémère de l'île de Chéos en 364. Alors, un synocisme, c'est la fusion non pas d'universités, mais de cités. Et Chéos est une île qui n'est pas très, très éloignée d'Athènes, et il y a 4 cités, et 3 d'entre elles ont décidé, probablement vers 364, 363, de fusionner. Et ça, les sources littéraires n'en parlent jamais. À aucun moment, on a une simple petite allusion de Platon qui parle de l'asservissement par les Athéniens de Chéos, mais c'est tout. Et il ne donne pas de date précise. Nous avons des textes à la fois athéniens, que j'avais traduits dans un précédent volume, et on a plusieurs textes de Chéos qui évoquent ces synoïcismes. Et là, on a vraiment, je dirais, la preuve de ce que toute l'épigraphie, dans son ensemble peut nous apporter, tout simplement parce que grâce à ces textes-là, qui sont nombreux, finalement nombreux, il y en a 4 ou 5, enfin c'est nombreux, enfin, à l'échelle de l'épigraphie, et à l'échelle des sources grecques, où on voit que les gens de Chéos ont voulu absolument, comme les Samiens l'ont fait 40 ans plus tard, graver en quelque sorte dans le marbre leur nouvelle histoire. Très bien. Et alors peut-être qu'il est important de préciser que ces décrets, ce sont des décrets d'isopolitie avec des cités... On a plusieurs aspects. On a des gens de Chéos, on a des textes internes à Chéos, et puis Chéos, la nouvelle cité de Chéos, a voulu être reconnue en quelque sorte diplomatiquement par les autres cités. Et c'est la raison pour laquelle les gens de Chéos ont voulu créer des accords avec d'autres cités, comme Istier par exemple, des cités qui ne sont pas très, très éloignées, pour montrer et pour prouver à la face du monde grec qu'ils existaient désormais en tant que cité de Chéos. Seulement, vous avez dit évidemment que c'était éphémère, tout simplement parce que les Athéniens sont arrivés quelques temps plus tard, et ils ne voulaient pas aussi près de l'Attique d'une cité un peu puissante, divisée pour mieux régner. C'est une chose qui existe depuis bien longtemps. Alors si on continue sur ce parcours, vous parlez dans votre livre de pièces à conviction que constituent les sources épigraphiques. Donc on va continuer à aborder quelques thèmes à travers des exemples d'inscriptions. Vous affectionnez en particulier l'inscription numéro 4 qui est un mémorial des Mégariens pour les morts lors de la Seconde Guerre médique après 479. Alors Mégare est une cité voisine d'Athènes, c'est juste au sud d'Athènes, qui a participé aux guerres médiques. On sait que la cité a participé aux guerres médiques, à toutes les guerres médiques, enfin à tous les épisodes de la Seconde Guerre médique. Mais on n'en sait pas plus. Sauf que, à la fin du XIXe siècle, on a trouvé à Mégare une inscription, vous avez dit effectivement que je trouve captivante. Pourquoi ? Parce qu'elle rapporte des événements de 480-479, avec un poème de Simonide, un grand poète élégiaque du temps. Mais cette inscription, vu l'écriture, ne peut pas dater du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'écriture nous amène, et la syntaxe également, nous amène plutôt à la fin du 4e et au début du 5e siècle, aux alentours de 400. Ce qui fait qu'on a regravé quelque chose comme 9 siècles après cette inscription. Et alors, il y a une introduction et une conclusion
qui est absolument essentiel pour ce texte, c'est que c'est un grand prêtre qui s'appelle Elladios, qui dit que l'inscription, elle gisait là, effacée par le temps, et il a décidé de la réécrire, de la regraver, peut-être même lui-même, compte tenu des fautes on n'a pas un professionnel là, pour la mémoire des morts et de la cité. Or, il est grand prêtre, archihiérès, vers 400, à une époque où la religion dite païenne est en train de disparaître. On a là un témoignage assez émouvant de la fin de l'époque païenne, et cet archiprêtre doit vivre dans un monde probablement devenu chrétien, et il essaie en quelque sorte de garder le souvenir du temps glorieux où la religion polythéiste grecque suivait les hommes. Alors, si on passe maintenant à des aspects plus sociaux, il y a notamment une inscription, la numéro 93A, qui octroie la citoyenneté à 2 femmes par un regroupement de cités que l'on appelle un koinon, le koinon des Molos. Et donc vers 370 avant Jésus-Christ. Alors les Molos, il ne faut pas les imaginer comme étant des chiens, même si c'est évidemment en Molossie, il y avait des chiens qui, paraît-il, étaient énormes, d'où le nom. Ça correspond à l'Épire, c'est-à-dire le nord de la Grèce et l'Albanie, si on veut. Hein. La Molossie c'était un royaume. C'était un royaume, un peu comme la Macédoine. Et nous avons un texte qui, effectivement, montre que dans ces régions que l'on prétendait reculer, il y avait des possibilités pour les femmes de devenir citoyennes. Alors, si on a des décrets qui octroient la citoyenneté à 2 femmes, ça signifie tout simplement que les femmes, en Molossie, avaient le statut de citoyen. Et ça m'a paru absolument essentiel de le montrer, parce qu'on dit toujours, à juste titre, que les Grecs étaient misogynes, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. La misogynie n'a pas de sens, même si le mot est grec, reporté à l'Antiquité, mais ça montre aussi que, et peut-être même surtout, que ce sont surtout les Athéniens qui l'étaient. Et qu'on imagine beaucoup trop les Grecs à l'image des Athéniens, et ce texte-là, qui est un texte très court, hein, qui n'est pas très très connu, m'a paru effectivement essentiel pour donner une image plus diversifiée du monde grec qu'on ne peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est le but aussi un peu de cet ensemble de textes. Donc une image diversifiée au niveau politique aussi, puisque vous l'avez, je l'ai un peu évoqué, c'est un koinon, donc une sorte de fédération de peuples qui est différent donc d'une démocratie athénienne unifiée. C'est surtout différent de la cité, du principe de la cité. C'est un rassemblement de peuples et qui est chapeauté par un souverain qui, semble-t-il, n'a pas de pouvoir considérable, sauf à représenter un petit peu. C'est un koinon de nature, comme on dit, ethnique, où on représente, si vous voulez, un peuple, puisque la Grèce n'est pas un pays, mais c'est un agrégat de peuples, avec non pas des langues différentes, mais des parlers. Je ne veux pas dire dialecte, parce que c'est un peu compliqué, mais avec des parlers différents. Alors on peut maintenant voir le côté plus économique de ces sources épigraphiques à travers un texte découvert récemment qui a suscité beaucoup de débats, l'inscription que l'on dit de Pistyros, la numéro 99, après 360. Alors c'est effectivement un texte tout à fait important et tout à fait intéressant, puisqu'il a été découvert, je crois, à la fin du XXe siècle, donc à notre échelle, c'est pas beaucoup, et ça a suscité une littérature absolument considérable, d'abord parce qu'il a été découvert en Bulgarie. Des textes grecs en Bulgarie, il n'y en a quand même pas énormément, il faut bien le reconnaître, et puis surtout, il est d'autant plus intéressant qu'il évoque des rapports entre les Thraces et les Grecs. La Bulgarie actuelle, c'est la Thrace antique, et des rapports, je dirais, économiques, c'est-à-dire des échanges entre les Grecs et les Thraces, et surtout avec des marchands. On voit bien qu'il y a à Pistyros des marchands grecs, en tout cas sur ce lieu. Le problème, c'est que, évidemment, comme on n'a aucun texte littéraire qui permet d'éclairer en quelque sorte cette inscription, eh bien, je ne dirais pas que les savants se sont écharpés dessus, mais enfin, il y a quand même des polémiques, à savoir si ce Pistyros dont parle l'inscription, c'est bien l'endroit où ça a été découvert, ou s'il n'y a pas, ça ne serait pas un autre endroit qui précisément s'appelle Pistyros et qui est sur la côte de la mer Égée.
Alors, il y a deux versions. Moi, j'ai choisi la version, je dirais, la première version qui a été évoquée, c'est à savoir que Pistiros, c'est sur l'Interland, c'est-à-dire on est à peu près à 150 km à vol d'oiseau de la mer. Mais bon, il faut bien reconnaître que tant que nous n'aurons pas d'autres éléments, ça sera difficile de choisir. En attendant, ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est que, alors que traditionnellement on dit qu'il y a d'un côté les Grecs et de l'autre côté les barbares, et que ce sont deux peuples en quelque sorte qui ne peuvent pas s'unir, on voit bien là qu'à Pistiros, il y a des Grecs et des barbares qui vivent en très bonne intelligence. Alors justement, là, vous évoquez peut-être un des défauts, parce qu'on parle beaucoup des avantages de l'épigraphie et de son apport par rapport aux sources littéraires pour faire de l'histoire, mais évidemment, il y a des biais à cette épigraphie. Donc vous avez évoqué les problèmes d'interprétation sur des mentions qui parfois sont très énigmatiques pour nous, puisque ces textes sont très réduits, laconiques, et parce qu'ils étaient évidents pour les contemporains et qu'ils ne le sont plus pour nous. Peut-être vous pourriez citer rapidement les autres biais que peuvent représenter ces sources littéraires. Alors, le principal biais, c'est qu'ils ne sont pas tous intacts. Traverser les millénaires, ça suppose être parfois, alors comme l'inscription de Mégare, être effacée. Et j'ai pu, moi, sur le terrain, voir des inscriptions où on ne voyait plus rien. Elles sont parfois cassées. Et donc, il s'agit de restituer, ça c'est un vrai biais. Et puis, il y a un biais interprétatif. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on grave une inscription, c'est la vision des vainqueurs. C'est le vainqueur. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est l'élite du temps, du moment, qui grave l'inscription. Et ça, évidemment, ça pose quand même un problème, parce que cela met de côté entièrement toutes les populations qui ne sont pas des vainqueurs. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a très peu d'inscriptions mentionnant des esclaves, très peu d'inscriptions mentionnant des femmes, à quelques exceptions près. Vous avez cité celle du décret venu de Molossie, où on a parfois aussi des épitaphes de femmes. Mais voyez, en fait, la vision des vaincus, l'épigraphie ne nous le donne pas. Donc il faut simplement prendre conscience. Il ne faut pas avoir, je dirais, d'attitude béate, de béni oui-oui, envers les textes littéraires, comme on le sent un petit peu souvent de la part de certains philologues. Il ne faut pas non plus avoir une vision, je dirais, tout simplement béni oui-oui également, pour l'épigraphie. Il s'agit de faire preuve de, je dirais pas de modération, mais d'esprit critique. Chaque source, chaque texte est un document qui doit être lisé dans le contexte de sa rédaction. Et l'épigraphie, comme les autres, simplement, encore une fois, ça ouvre des perspectives que les sources littéraires n'ouvrent pas. Alors on va terminer par deux textes pour revenir un peu sur le volet économie et société. Un premier qui m'a paru intéressant, qui est un contrat de location de terres agricoles, qui appartient à un dieu, à Arkésiné d'Amorgos. C'est l'inscription numéro 108 et qui date de 350 à peu près. Oui, Amorgos, c'est une île des Cyclades, de l'Est des Cyclades, qui a été rendue célèbre au milieu des années 90 par le Grand Bleu. Avant, il n'y avait personne. Depuis 1995, il y a plein de monde à Amorgos. Et il y avait 3 cités à Amorgos. Il y avait 3 cités, et parmi elles, il y avait Arkésiné, qui est probablement la plus importante. Et Arkésiné, comme dans beaucoup de cités, il y avait des terrains qui appartenaient, ou des domaines, on va dire, qui appartenaient à des dieux. Et ces domaines étaient loués, de manière parfaitement profane, à des locataires qui allaient la mettre en valeur, moyennant, bien entendu, un loyer, parfois un fermage, parfois un métayage. En général, c'est plutôt le principe du fermage. Et ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est que ce sont le but, c'est que ça n'est pas fait pour vivre. Le locataire ne prend pas un fermage pour produire de quoi se nourrir. Il le produit pour vendre. Ça donne une dimension à l'économie grecque assez intéressante, parce que quand on voit Amorgos, il faut y vivre à Amorgos. Hein. Moi, j'ai passé quelques jours à Amorgos. Je ne dis pas qu'on est content d'en partir, mais quand même, c'est une terre très aride. Et quand on voit quand même l'aridité, la pauvreté relative du sol, on se dit que vendre, ça suppose que d'autres terres vendaient aussi. D'autres domaines étaient là pour produire, non pas des productions de type autarcique, mais des produits marchands. Et ça m'a paru absolument essentiel de le montrer, parce qu'il y a un débat économique
qui dure depuis plus d'un siècle, entre ce qu'on appelle les modernistes et les primitivistes, entre ceux qui imaginent presque l'économie à l'image de notre économie, d'autres qui l'imaginent pratiquement à l'état de la cueillette et de la chasse. Et donc je pense que ce type de texte montre quand même que les Grecs avaient développé déjà quand même un principe économique important. Et on va finir avec le texte numéro 122 qui rassemble des lamelles de consultation oraculaires au sanctuaire de Dodone, un sanctuaire de Zeus dodonéen au IVe siècle. Alors pour choisir des textes religieux, j'ai choisi aussi d'autres textes religieux, hein, notamment ceux à Perséphone et tout, hein, qui sont des textes tout à fait étonnants, mais effectivement les textes de Dodone sont tout à fait intéressants parce que ce sont des lamelles de plomb. Ce sont des lamelles de plomb on pose une question. Celui qui vient consulter Zeus dodonéen, Zeus qui parle par les arbres. Hein, ce n'est pas une Pythie qui s'exprime, hein, c'est les arbres qui parlent, et les prêtres interprètent ensuite. Et on pose une question. On pose une question sur une lamelle de plomb et on la met dans la terre. Et ensuite, eh ben, on a la réponse. Alors, on a découvert, les fouilles à Dodone ont repris. On est à plus de 4000 découvertes actuelles. Je crois quand même 4005 ou 5000. Et il fallait en choisir évidemment un certain nombre, et ça m'a paru intéressant de voir, je dirais, le côté utilitaire, hein, parfois des questions qui sont posées. Faut-il que je parte, qui m'a volé mon oreiller, est-ce que je dois faire confiance à mon épouse? Voilà, ça donne une image de la religion qui n'est certes, où la métaphysique certes n'est pas extraordinairement développée, mais qui montre aussi, inversement, la confiance que les Grecs avaient en leur Dieu. Parce qu'on dit souvent, oh, ben, les Grecs, ils ne croyaient pas, ces mythes et tout ça. Ben, ce type de questions montre bien qu'ils y croyaient fermement, qu'ils attendaient de leur Dieu des réponses. Bien, Patrice Brun, je vous remercie pour avoir répondu à ces questions, et puis j'espère qu'elles auront donné envie au public de consulter cet ouvrage, donc, qui est un apport, je pense, très utile pour les études en histoire ancienne à l'université. Je vous remercie.